Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions et vous ouvre les portes d'une vie meilleure. Je suis Dr Landry Simo, professeur au Royaume-Uni, neuroéconomiste et expert en sciences de la décision. Dans cet épisode, je vous expliquerai plusieurs points essentiels liés à la consommation d'alcool. En me basant sur les découvertes scientifiques les plus récentes, je vous donnerai l'intégralité de ce que tout le monde doit absolument savoir au sujet de l'alcool. Nous explorerons tout d'abord ce qui se passe exactement dans le cerveau lorsqu'on consomme de l'alcool. Vous apprendrez les processus biologiques, les transformations neurohormonales qui se produisent dans le cerveau. Ensuite, nous discuterons également de l'impact spécifique de l'alcool sur le cerveau en développement des jeunes. Et quand je parle de jeunes, il ne s'agit pas seulement des adolescents, car, figurez-vous que le cerveau humain n'achève son développement qu'aux environs de l'âge de 25 ans. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 25 ans, la partie la plus importante du cerveau, notamment le cortex préfrontal, que j'appelle personnellement le directeur général du corps, n'a pas encore achevé son développement. Je dis bien jusqu'à l'âge de 25 ans. Vous comprendrez pourquoi cette précision est éminemment importante. Je vous dévoilerai également comment l'industrie de l'alcool nous manipule. Et enfin, je vous donnerai à la fin de cet épisode des techniques scientifiques rigoureuses et efficaces pour reprendre le contrôle de votre vie et aider vos proches. Qui que vous soyez, vous avez indubitablement un proche que cet épisode peut sauver. Vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis, et j'en passe. Mais avant de commencer, permettez-moi de clarifier un point essentiel. Le but de cet épisode n'est pas de diaboliser l'alcool, ni de juger ceux qui en consomment. Je suis ici pour vous donner des clés scientifiques, basées sur des recherches pointues, afin que vous puissiez prendre les décisions qui vous conviennent, et ce, en pleine connaissance de cause. Donc, l'alcool est profondément ancré dans la culture humaine depuis des millénaires, que ce soit lors des célébrations, des repas ou même des moments de détente. Cependant, derrière cette acceptation sociale se cachent des réalités scientifiques inquiétantes. Plusieurs études de haute qualité et même l'Organisation mondiale de la santé le confirment dans un communiqué officiel. Je cite, « L'alcool est hyper nocif dès la première goutte de toute boisson alcoolisée. » Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, je vous mettrai le lien de cette communication dans la description. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'alcool est responsable de 3 millions de décès chaque année dans le monde, soit environ 5,3% des décès mondiaux. De plus, des millions d'autres personnes souffrent de maladies graves liées à l'alcool, allant des troubles cognitifs au cancer. Mais alors, pourquoi continuons-nous à boire malgré ces faits alarmants? La réponse réside souvent dans des croyances profondément ancrées. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'un verre de vin rouge est bon pour le cœur. Ou que, boire avec modération ne fait aucun mal. Ces idées reçues, répandues, mais la science dit tout autre chose. Pour comprendre pourquoi l'alcool est si nocif pour le cerveau, nous devons d'abord plonger dans le fonctionnement de cet organe complexe. Le cerveau est une machine incroyablement sophistiquée, composée de milliards de neurones qui communiquent entre eux via des signaux chimiques et électriques. Chaque décision que vous prenez, chaque émotion que vous ressentez, chaque souvenir que vous créez repose sur ce réseau dynamique de neurones. Cependant, lorsque vous consommez de l'alcool, vous perturbez cet équilibre délicat. L'alcool, lorsqu'il est consommé, pénètre rapidement dans le système sanguin, où il est transporté dans tout le corps, y compris vers le cerveau. Mais avant de pouvoir affecter votre cerveau, l'alcool doit traverser une barrière très solide, la barrière hémato-encéphalique, que je vais appeler BHE. Cette barrière est une couche protectrice complexe qui régule ce qui peut pénétrer dans le cerveau à partir du système sanguin. Le cerveau est un organe vital et extrêmement sensible. Pour fonctionner correctement, il doit être protégé des toxines, des agents pathogènes et même de certaines substances qui circulent librement dans le reste du corps. Donc, la BHE joue un rôle clé dans cette protection en filtrant soigneusement ce qui peut ou ne peut pas atteindre le cerveau.
Mais malgré cette barrière hautement sélective et puissante, l'alcool parvient à traverser avec une facilité déconcertante. Pour comprendre pourquoi, il est nécessaire de plonger dans la structure de la barrière hémato-encéphalique et de comprendre comment elle fonctionne. Donc, la BHE est composée principalement de cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins du cerveau. Ces cellules sont extrêmement serrées les unes contre les autres, formant ce que l'on appelle des jonctions serrées. Donc, cela rend la barrière très efficace pour empêcher les grandes molécules et les toxines de pénétrer dans le cerveau. Elle empêche également les bactéries et de nombreux virus d'y pénétrer. Donc, la BHE est comme un filtre biologique extrêmement sélectif. Seules certaines substances peuvent traverser cette barrière, en particulier celles qui sont lipophiles, c'est-à-dire qui se dissolvent dans les graisses. L'alcool, en tant que molécule lipophile, traverse les membranes cellulaires de la barrière sans trop de difficultés. Les cellules endothéliales qui forment la BHE sont entourées d'une double couche lipidique. Donc, cette membrane agit comme une barrière physique et chimique, empêchant les molécules hydrophiles, c'est-à-dire celles qui se dissolvent dans l'eau, de passer. Mais pour les molécules lipophiles comme l'alcool, cette barrière ne représente pas un obstacle majeur. Donc, avant de continuer, je vais faire une courte pause. Il m'a été rapporté que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast ne sont pas encore abonnées. Donc, je vous prie de vous abonner sur YouTube. C'est votre manière de soutenir cette initiative et de me donner de la force pour continuer de vous fournir chaque semaine de nouvelles connaissances scientifiques pour améliorer vos décisions, pour améliorer vos vies. En vous abonnant, vous me donnez à moi et à mon équipe la force pour amener des invités prestigieux sur ce podcast. Je vous remercie. Alors, revenons à la BHE. Donc, l'alcool est une petite molécule lipophile, ce qui lui permet de se faufiler à travers la membrane cellulaire en quelques minutes seulement après sa consommation. Quelques minutes. Une fois dans le cerveau, il commence immédiatement à interagir avec les neurotransmetteurs, perturbant la communication neuronale. Donc, en résumé, bien que la BHE soit conçue pour protéger le cerveau des substances nuisibles, l'alcool parvient à franchir rapidement cette barrière en raison de ses propriétés chimiques spécifiques telles que donc, la lipophilie. Donc, pour bien comprendre l'ampleur de cette intrusion, comparons l'alcool à d'autres substances. La majorité des médicaments hydrophiles, par exemple, ne peuvent pas traverser cette barrière. C'est pour cela que de nombreux traitements contre les maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer sont difficilement administrables car ils ne peuvent pas, tout simplement atteindre le cerveau à cause de la barrière hémato-encéphalique. Il en va de même pour les antibiotiques. Donc, lorsqu'une infection comme la méningite affecte le cerveau, les médecins doivent utiliser des antibiotiques spécifiques qui sont capables de traverser la BHE, car les molécules classiques sont bloquées. Un autre exemple est la dopamine, un neurotransmetteur essentiel dans le cerveau. Bien que la dopamine soit cruciale pour la régulation de l'humeur, du plaisir et du mouvement, lorsqu'elle est administrée sous forme de médicaments, elle ne peut pas traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, les scientifiques utilisent donc un précurseur de la dopamine appelé L-Dopa, qui est capable de traverser la barrière et de se transformer en dopamine une fois dans le cerveau. Donc, cependant, contrairement à ces substances, l'alcool n'a pas besoin de mécanismes spécifiques pour traverser la barrière hémato-encéphalique. Sa petite taille, sa lipophilie, lui permettent de passer librement. Une fois dans le cerveau, il commence à interagir avec divers récepteurs neuronaux, modifiant les niveaux de neurotransmetteurs et donc perturbant la communication entre les différents neurones. En plus de sa capacité à pénétrer la BHE, l'alcool est également soluble dans l'eau et les graisses, ce qui lui permet de voyager facilement dans tout le corps. Cela lui donne un accès encore plus rapide aux cellules et aux organes vitaux. En quelques minutes seulement, l'alcool atteint le système nerveux central, perturbant les fonctions cérébrales essentielles, donc, telles que la mémoire, la concentration et même, on va dire, la prise de décision. Donc, il est important de noter que certaines pathologies comme les inflammations ou les traumatismes crâniens peuvent affaiblir la barrière hémato-encéphalique.
la rendant plus perméable aux substances toxiques. Dans de tels cas, l'alcool ainsi que d'autres toxines peuvent pénétrer le cerveau plus facilement, exacerbant ainsi les dommages qui seront subis. Donc, maintenant que l'alcool est entré dans le cerveau, que se passe-t-il? Eh bien, il influence principalement deux neurotransmetteurs, le GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur, et le glutamate, un neurotransmetteur excitateur. Donc, le GABA joue un rôle dans la réduction de l'activité neuronale. Lorsque vous buvez de l'alcool, celui-ci augmente l'activité du GABA, ce qui ralentit les connexions neuronales et crée cette sensation de relaxation que beaucoup recherchent lorsqu'ils consomment de l'alcool. En parallèle, l'alcool réduit l'activité du glutamate, ce qui diminue l'excitation des neurones. Résultat, vos processus cognitifs sont ralentis. Vos réactions deviennent plus lentes et votre capacité à prendre des décisions est fortement altérée. En somme, l'alcool agit comme un frein sur votre cerveau. Mais ce n'est pas tout. En plus de ces effets immédiats, l'alcool influence également le système de récompense du cerveau en stimulant la libération de dopamine. La dopamine, souvent appelée neurotransmetteur du plaisir ou hormone du plaisir, est liée aux sensations de gratification et de satisfaction. Chaque fois que vous buvez, cette libération de dopamine crée un sentiment agréable, une légère euphorie. C'est précisément ce qui rend l'alcool si tentant. Vous commencez à associer la consommation d'alcool à une récompense et à un plaisir immédiat. Cette association positive renforce l'envie de boire encore et encore. Mais cependant, avec le temps, cette libération de dopamine devient moins intense, car votre cerveau s'habitue à ces stimulations répétées. C'est ainsi que se développe la tolérance à l'alcool. Il vous faut boire davantage pour ressentir le même plaisir qu'auparavant. Vous pensez peut-être que ce n'est pas un problème si vous ne buvez que quelques verres de temps en temps, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même une consommation modérée affecte profondément les circuits de votre cerveau. Dès la première goutte, votre cerveau commence à s'adapter, modifiant ses réponses chimiques et ainsi ses connexions neuronales. Donc, le cortex préfrontal, cette région du cerveau responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions, est particulièrement vulnérable aux effets de l'alcool. C'est cette partie du cerveau qui vous permet de faire des choix rationnels, d'anticiper les conséquences de vos actions et de vous retenir de faire des choses impulsives ou dangereuses. Cependant, lorsque vous consommez de l'alcool, le cortex préfrontal est l'une des premières régions à être immédiatement affectée. Même après 1 ou 2 verres, votre capacité à évaluer les risques, à prendre des décisions éclairées est compromise. Vous vous sentez peut-être en contrôle, mais en réalité, votre cerveau est déjà ralenti. Et vos réactions, vos décisions ne sont plus aussi rationnelles qu'elles devraient l'être. Vous pouvez par exemple décider de prendre un verre supplémentaire, pensant que cela ne fera pas de mal, alors que cette décision est déjà influencée par l'alcool. Votre capacité à faire preuve de jugement est altérée. Et ce choix, qui vous semblait anodin, est en fait le résultat d'une altération chimique dans votre cerveau. Ce phénomène explique pourquoi tant de personnes se retrouvent à boire plus que prévu lors d'une soirée, par exemple. Vous vous dites que vous allez vous arrêter après 1 ou 2 verres, mais sous l'effet de l'alcool, votre cerveau vous pousse à continuer, réduisant votre capacité à anticiper les conséquences. Donc, nous avons vu comment l'alcool traverse la barrière hémato-encéphalique et ainsi perturbe les processus cognitifs essentiels. Mais ces effets ne s'arrêtent pas là. L'alcool a un impact significatif sur vos comportements sociaux, sur votre perception des risques. L'une des raisons pour lesquelles tant de gens continuent de boire, malgré les effets néfastes bien documentés d'ailleurs, est la normalisation de la consommation d'alcool dans notre société. Cette normalisation est largement orchestrée par l'industrie de l'alcool, par les médias et, dans une certaine mesure, par les gouvernements. Vous comprendrez pourquoi. Commençons par l'industrie de l'alcool. Cette industrie multinationale génère des milliards de dollars chaque année en vendant un produit qui, scientifiquement parlant, est une substance addictive et dangereuse. Comment parviennent-ils à maintenir une telle influence malgré les preuves des méfaits de l'alcool? C'est là que réside la manipulation subtile,
mais puissante, de l'industrie de l'alcool. L'une des techniques utilisées par l'industrie de l'alcool est la publicité. Donc, les publicités pour des boissons alcoolisées sont omniprésentes à la télévision, dans les journaux, sur Internet et dans les espaces publics. Ces publicités ne se contentent pas de vendre un produit, elles vendent un style de vie. Elles associent la consommation d'alcool à des moments de joie, de réussite, de convivialité. Vous avez certainement déjà vu des publicités mettant en scène des jeunes gens séduisants, partageant des moments de bonheur autour d'un verre. L'industrie fait passer le message que boire de l'alcool est normal, amusant et socialement acceptable. Cela façonne notre perception du produit, créant une illusion que l'alcool est inoffensif tant que l'on consomme avec modération, entre guillemets. Mais ce n'est qu'une partie de manipulation. L'alcool est souvent promu avec cette phrase trompeuse à consommer avec modération, autant pour moi. Cette phrase est une stratégie soigneusement étudiée. En ajoutant cet avertissement, l'industrie de l'alcool se déresponsabilise. Elle laisse entendre que la consommation d'alcool peut être sans danger si elle est consommée de manière contrôlée. Or, comme on l'a démontré, et l'ont démontré aussi plusieurs études, même une consommation modérée d'alcool augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de troubles cognitifs. En réalité, il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque, et ce n'est pas moi qui le dis. Une étude marquante, publiée dans The Lancet en 2018, a révélé qu'aucune quantité d'alcool n'est sans danger pour la santé. Cette étude, menée à l'échelle mondiale, a analysé les données de 195 pays et a montré que même une consommation faible ou modérée d'alcool augmentait significativement le risque de plusieurs maladies. Pourtant, l'industrie de l'alcool continue de minimiser ces risques en insistant sur la notion de modération, tout en cachant les dangers réels de la consommation d'alcool. Mais l'industrie ne s'arrête pas là. Elle exerce une influence considérable sur les politiques publiques, notamment à travers des actions de lobbying. Les entreprises d'alcool dépensent des millions chaque année pour influencer les législateurs et s'assurer que les lois sur l'alcool restent favorables à leurs intérêts. Par exemple, dans de nombreux pays, les lois encadrant la publicité pour l'alcool sont extrêmement laxistes, permettant à l'industrie de continuer à promouvoir des produits sans entrave. De plus, les taxes sur l'alcool restent relativement faibles, malgré les preuves que l'augmentation des prix grâce à des taxes peut réduire la consommation, par conséquent les dommages liés à l'alcool. Donc, cela nous amène à un autre acteur clé de cette manipulation, les gouvernements. Les gouvernements, en raison des revenus fiscaux générés par la vente d'alcool, sont souvent réticents à adopter des politiques plus strictes en matière de consommation d'alcool. L'alcool représente une source importante de revenus pour les États à travers les taxes. Cependant, cette situation crée un dilemme moral. Les gouvernements privilégient les intérêts économiques à court terme au détriment de la santé publique. Les autorités devraient jouer un rôle de protection en éduquant la population sur les dangers de l'alcool et en limitant l'accès à ce produit dangereux. Mais au lieu de cela, elles permettent à l'industrie de continuer à opérer avec peu de restrictions. Un parallèle qui me surprend au plus haut point, c'est qu'il est prouvé scientifiquement que l'épargne appauvrit et que l'investissement, par exemple l'investissement en bourse, est plus bénéfique économiquement. Mais cependant, il est dans de nombreux cas interdit de faire des publicités sur l'investissement au prétexte que cela engendrerait des comportements risqués. Mais ces mêmes gouvernements continuent d'autoriser les publicités sur l'alcool. Je m'interroge. Donc, prenons un exemple frappant. Dans certains pays, les campagnes de prévention contre l'alcool sont financées par l'industrie de l'alcool elle-même. Cela revient à confier la lutte contre les dangers de l'alcool à ceux qui en tirent profit. Ces campagnes, souvent axées sur la modération, détournent l'attention des risques réels et se concentrent plutôt sur des comportements extrêmes comme l'alcoolisme sévère ou la conduite en état d'ivresse, en laissant entendre que tant que vous ne buvez pas de manière excessive, vous n'avez pas de problème. Mais en réalité, même une consommation légère ou modérée peut entraîner des dommages significatifs à long terme.
Mais l'influence de l'industrie et des gouvernements ne serait pas aussi puissante sans le rôle crucial des médias. Les médias participent de manière active à la normalisation de l'alcool à travers des séries télévisées, des films et des publicités. Ils dépeignent régulièrement l'alcool comme faisant partie intégrante de la vie quotidienne. Les personnages principaux de nombreux films et séries boivent de l'alcool pour se détendre, pour célébrer ou pour surmonter des moments difficiles. Cette représentation constante ancre l'idée que l'alcool est une solution au problème ou un accompagnement naturel des bons moments. Des recherches en neurosciences ont démontré que plus nous sommes exposés à un comportement, plus nous le percevons comme étant normal. C'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. À force de voir des scènes où l'alcool est présent, le cerveau finit par associer ces comportements à une norme sociale. Le danger ici est que les individus finissent par banaliser la consommation d'alcool en croyant qu'elle est sans conséquence, alors qu'en réalité, les effets sur le cerveau et le corps sont bien réels et dévastateurs. Le biais de conformité entre également en jeu. Ce biais psychologique nous pousse à imiter les comportements des autres pour être acceptés socialement. Dans les contextes sociaux, refuser de boire de l'alcool peut être perçu comme un acte de rejet du groupe. Beaucoup de gens finissent par consommer de l'alcool, non pas parce qu'ils en ont vraiment envie, mais parce qu'ils ressentent une pression sociale implicite. Le cerveau humain est câblé pour rechercher la validation sociale, et cette validation passe souvent par l'adoption de comportements de son entourage. Donc, boire de l'alcool devient alors non seulement une habitude personnelle, mais aussi un moyen de s'intégrer dans le groupe. Ceci explique pourquoi tant de personnes finissent par boire lors des événements sociaux, même lorsqu'elles ne le souhaitent pas, on va dire vraiment. Elles se sentent poussées à le faire pour éviter de paraître différentes ou trop sérieuses. Cette pression sociale est renforcée par l'industrie de l'alcool et également les médias, qui présentent constamment l'alcool comme un élément essentiel d'une vie sociale, autant pour moi, réussie. Mais tout cela n'est pas une fatalité. Même si vous avez passé des années à consommer de l'alcool, il est possible, grâce à la neuroplasticité, de briser ce cycle et de réparer certains dommages en adoptant des pratiques essentielles que je vais vous présenter dans quelques secondes. La première étape, d'ailleurs, consiste à prendre conscience de l'impact de l'alcool et de la manière dont l'industrie de l'alcool, les gouvernements et les médias influencent nos choix. Une fois que vous comprenez ces mécanismes de manipulation, vous pouvez commencer à faire des choix plus éclairés. Cela implique d'apprendre à dire non à la pression sociale, à remettre en question les messages diffusés par les publicités et les médias, et ainsi à repenser votre relation avec l'alcool. Donc, parlons maintenant du rôle de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser, à former de nouvelles connexions et à récupérer certaines fonctions après avoir subi des dommages. Cela offre une source d'espoir majeure pour ceux qui décident bien de réduire ou d'arrêter leur consommation d'alcool. Le cerveau, loin d'être un organe statique, évolue constamment. Chaque nouvelle habitude, chaque nouvel apprentissage ou modification de comportement entraîne la formation de nouvelles connexions synaptiques. Lorsque vous cessez une activité nocive comme la consommation excessive d'alcool, vous permettez à ces connexions de se rétablir et au cerveau ainsi de se réorganiser. Des études ont démontré que, même après des années d'abus d'alcool, il est possible de récupérer certaines fonctions cérébrales auparavant perdues. Des améliorations sont souvent observées dans la mémoire, dans la planification, après plusieurs mois d'abstinence. Lorsque vous arrêtez de boire, les systèmes cérébraux perturbés par l'alcool peuvent se rééquilibrer. Par exemple, le cortex préfrontal, impliqué dans la prise de décision, dans la concentration, dans la gestion des impulsions, commence à retrouver ses capacités. L'hippocampe, qui joue un rôle central dans la mémoire, peut également se rétablir partiellement après des dommages causés par la consommation d'alcool. Mais cependant, il est important de noter que tous les dommages ne sont pas réversibles. Les altérations structurelles profondes causées par une consommation d'alcool sur le long terme peuvent être permanentes. Je suis désolé de le dire.
Mais toutefois, dans de nombreux cas, le cerveau montre une capacité étonnante à compenser les pertes et à créer de nouvelles connexions neuronales, de connexions synaptiques. Donc la plasticité cérébrale est plus prononcée lorsque des individus adoptent un mode de vie sain après avoir arrêté de boire, avec une alimentation équilibrée, de l'exercice physique régulier, des pratiques de gestion de stress comme la méditation. Le sommeil joue également un rôle crucial dans la récupération cérébrale. Après avoir cessé de consommer de l'alcool, la qualité du sommeil s'améliore souvent, ce qui permet au cerveau de se régénérer plus efficacement. C'est pendant le sommeil que de nombreux processus de récupération cognitive se déroulent, notamment la réparation des cellules cérébrales et également la consolidation des souvenirs. En plus du sommeil, les exercices cognitifs peuvent stimuler la plasticité cérébrale, des activités comme des jeux de logique, des puzzles ou même l'apprentissage d'une nouvelle compétence, d'une nouvelle langue, contribuent à renforcer les connexions neuronales et à améliorer la mémoire, la concentration, les capacités de résolution de problèmes complexes. Donc, la stimulation régulière du cerveau par des activités contribue à accélérer la récupération des fonctions cognitives qui avaient été endommagées. Donc, la régularité est essentielle pour obtenir des résultats, que ce soit à travers l'exercice physique, la méditation ou des exercices cognitifs. Plus vous adoptez des pratiques saines, plus votre cerveau aura l'opportunité de se réparer et de se réinventer. La science prouve que la neuroplasticité est une capacité incroyable du cerveau humain, permettant de récupérer une partie des fonctions perdues suite à une consommation d'alcool, on va dire prolongée dans le temps. Donc en somme, bien que certains effets de l'alcool puissent être irréversibles, la plasticité cérébrale offre un réel potentiel de récupération. Cela montre que réduire ou arrêter sa consommation d'alcool est non seulement bénéfique pour la santé physique, mais aussi pour le bien-être cognitif, pour le bien-être émotionnel. Le cerveau a la capacité de guérir à condition de lui donner le temps, les ressources et le soutien dont il a besoin. Donc, des stratégies comme la pleine conscience peuvent jouer un rôle clé dans le processus. La pleine conscience consiste à être attentif à vos pensées et à vos émotions sans jugement, en étant pleinement présent dans l'instant. Lorsque vous êtes conscient de ce que vous ressentez et pourquoi vous ressentez cela, vous êtes mieux armé pour faire des choix réfléchis. Par exemple, au lieu de boire par habitude ou par pression sociale, vous pouvez vous poser la question: est-ce que j'ai vraiment envie de boire ce verre? Est-ce que cela m'apporte vraiment du bien-être? Des études montrent que la pleine conscience peut aider à réduire la consommation d'alcool en permettant aux individus de prendre du recul par rapport à leurs comportements habituels. Donc, en apprenant à être plus attentifs à leurs envies et à leurs motivations, les gens peuvent mieux gérer leurs émotions et éviter de recourir à l'alcool comme solution à leurs problèmes. Donc, pour en savoir plus sur la pleine conscience, regardez l'épisode sur la méditation. Dans cet épisode-là, je vous explique les différentes techniques de méditation. Je vous montre également comment la pleine conscience, lorsqu'elle est pratiquée correctement, augmente l'épaisseur du cerveau, le rendant ainsi plus performant, plus puissant. Donc l'épisode est disponible dans la playlist. En plus de la pleine conscience, des outils comme des applications de suivi de la consommation d'alcool peuvent également vous aider à modérer vos habitudes. Ces applications vous permettent de suivre précisément votre consommation, de fixer des objectifs et de prendre conscience de vos habitudes. Beaucoup de gens, généralement, sous-estiment la quantité d'alcool qu'ils consomment réellement. Donc, ces outils peuvent vous donner une vision claire et vous permettre de mieux comprendre l'impact de vos habitudes de consommation d'alcool. Il est également important d'adopter une alimentation saine, un sommeil de qualité, de l'exercice physique régulier, des jeux de logique et aussi s'entourer de personnes qui soutiennent vos décisions. Que ce soit des amis, de la famille ou même des groupes de soutien, avoir un réseau autour de vous peut faire toute la différence. Parfois, il suffit d'avoir une conversation honnête et franche avec vos proches pour leur expliquer que vous voulez réduire, voire arrêter votre consommation d'alcool. Souvent, les gens réagissent de manière positive et respectent vos choix. Enfin, il est crucial de se fixer des objectifs réalistes. Réduire ou arrêter de boire est un processus qui peut prendre du temps.
Et il est important de ne pas vous décourager si vous faites des écarts. L'essentiel est de continuer à avancer et de rester conscient de vos choix. Donc, plus vous serez informé, plus vous aurez les outils nécessaires pour faire des choix plus éclairés, des choix rationnels. Donc, en conclusion, l'alcool n'est pas seulement une question de consommation, c'est une question de santé publique. L'industrie de l'alcool, avec la complicité des médias et des gouvernements, a réussi à normaliser la consommation d'un produit qui cause des millions de morts chaque année. Il est essentiel de comprendre les mécanismes de manipulation utilisés pour encourager cette consommation et de reprendre le contrôle de nos choix, le contrôle de nos décisions, le contrôle de nos vies. Il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque. Même un verre par jour peut avoir des effets néfastes sur votre cerveau, sur votre corps et vos capacités à prendre des décisions éclairées. En comprenant les dangers réels de l'alcool et en utilisant des stratégies comme la pleine conscience, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et protéger votre santé ainsi que celle de vos proches. Donc maintenant, je veux vous remercier de m'avoir accompagné dans cet épisode du CIMO University Podcast. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, car c'est vous qui me donnez la force pour continuer de mettre des découvertes scientifiques à votre disposition gratuitement. Je vous encourage à proposer des sujets pour les prochains épisodes. Donc, proposez des sujets dans les commentaires, posez vos questions et restez curieux sur la manière dont vous pouvez utiliser la science pour améliorer chaque aspect de votre vie. Dites-moi également ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Je lis personnellement tous les commentaires. Sur ce, et comme toujours, souvenez-vous que le savoir, c'est le pouvoir. Mais la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Vous avez désormais le savoir, il ne vous reste plus qu'à être sage. Donc que la science améliore vos décisions et vos vies. Je vous remercie.